Alors, comme je disais, hein, si vous voulez dépasser les 3 heures, vous pouvez dépasser un petit peu, c'est pas très grave, c'est pas, je suis pas là à vous surveiller. Bon, à mon avis, vous en aurez peut-être marre, mais voilà, c'est pas très important. Alors, Uliana, l'exercice 24, question 2B. Vous parlez de la feuille d'intégration, j'imagine, hein? Hein? C'est assez étonnant. Alors attendez, voyons ça. C'est-à-dire vous aviez, on savait qu'on avait n plus 2, in plus 2 égale n plus 1 in. Et à la question d'après, en fait, on vous demandait n, in-1, donc on avait vu ensemble qu'il fallait montrer que c'était égal à pi sur 2. Et donc au rang suivant, vous devez donc calculer n plus 1, in plus 1, in. J'espère que ça va. Et donc on va utiliser cette relation-là. Regardez, je vais l'écrire à un rang de moins, donc ça fait n plus 1, in plus 1 égale n, in moins 1. J'ai remplacé n, je l'ai remplacé par n-1, etc., etc. Voilà, et donc grâce à ça, hop, je le mets ici, grâce à ça, je vais avoir que n plus 1, in plus 1, ça fait n, in moins 1, in, voilà. Et donc la récurrence, elle est simple. Ça va? Ça répond à votre question? Très bien. J'attends les derniers. J'espère qu'il n'y en aura pas trop de retardataires. Ouais, très bien. Alors pour aujourd'hui, vous deviez regarder une vidéo pour vous expliquer la méthode des rectangles. J'espère que vous l'avez regardée. Attendez, je vous prépare un petit sondage pour voir où vous en êtes. Donc j'espère que vous l'avez regardé. Hop, c'est parti. Je vous mets un petit sondage pour que vous me donniez votre point de vue un peu sur cette vidéo, que je sache à quel point je dois en parler. Je vous laisse y répondre. Ah oui, ouh là là. Bon, c'est pas j'ai bien compris, c'est je l'ai bien comprise, hein, bien sûr. Si vous avez sauté la démo, comme j'avais expliqué au début de la vidéo, c'est pas grave, hein. C'est une démo assez complexe, mais il y a des choses quand même à savoir là-dessus. Encore quelques réponses, s'il vous plaît, et je vais fermer le sondage. Ah, j'ai 9 non-réponses. Bon, ah, c'est peut-être des gens qui l'ont pas regardé, je ne vais pas leur demander. Alors c'est bien, je vois quand dans l'ensemble, j'affiche les réponses, je vois que dans l'ensemble, vous l'avez bien comprise. J'ai Chloé qui n'a rien compris du tout. Je vais vous redonner un petit peu la base, Chloé, je vais réexpliquer la base aujourd'hui, peut-être que ça répondra à vos questions. Sinon, vous me poserez les questions sur Discord juste après le cours, ou si vous restez un petit peu, à la fin de la séance, je vous donnerai des explications supplémentaires. Alors, la méthode des rectangles, c'est cette fameuse méthode qui permet de calculer de façon approchée là l'air sous cette courbe-là.
D'accord? Donc je divise mon intervalle entre A et B en régulièrement, j'avais tout expliqué dans la vidéo et là, la petite base là, le petit intervalle, je vous rappelle, il vaut B moins A sur n et donc quand je calcule l'aire d'un rectangle, là, par exemple, celui-là, il va avoir comme aire f de x1, donc la hauteur, multiplié par B moins A sur n. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait une erreur, hein, dans le diaporama, probablement dans le résumé de cours, là, c'est pas 1 sur n, c'est B moins A sur n ici, voilà. Je sais pas que vous l'aviez corrigé. Voilà, alors on peut mettre cette méthode des rectangles ici, donc à gauche, hein, si je prends cette hauteur-là, à droite si j'avais pris cette hauteur-là, ici, et dans les 2 cas, hop, et dans les 2 cas, j'ai une somme Sn et donc ce que dit le théorème de la méthode des rectangles, c'est que lorsque n tend vers l'infini, eh bien la limite de cette somme, tend vers l'intégrale et comme j'avais expliqué à la fin de la vidéo et ça c'est vraiment l'élément le plus important à comprendre, d'une part ça converge, d'autre part ça converge lentement. Ça converge en 1 sur n, donc c'est lent. Hein, c'est vraiment les 2 éléments à comprendre. Ensuite, il y avait une autre méthode qui était ici, je vous la présente, la méthode des trapèzes. Donc là, je prends un trapèze, hein, vous voyez, c'est plus un rectangle. La formule est légèrement différente, donc pareil, c'est 1 fois b moins a sur n, hop, comme ça. Pour une formule qui est pas très, très différente, et un calcul qui est assez simple à faire, eh bien, vous avez une convergence nettement meilleure. Ici, la convergence est en 1 sur n carré, donc c'est beaucoup plus rapide, c'est une méthode qu'il faut favoriser. Alors vous devez absolument, avec ces 2 méthodes-là, être capable, pardon, ici, vous devez absolument être capable de les expliquer et surtout de les programmer. Alors j'espère, est-ce que certains d'entre vous, là, je vais faire un petit sondage vite fait, heu, hop, est-ce que certains d'entre vous ont, fait un programme? J'aimerais bien, hop, j'aimerais bien, c'est surtout pour savoir si l'un ou l'autre d'entre vous a fait oui. Ah très bien. C'est pas grave si vous l'avez pas fait, hein, je vous en voudrais pas. Par contre, il va falloir qu'on le fasse quand même, à un moment donné. Donc j'espère que dans la séance, j'aurai le temps d'en parler. Ah, Alexandre, très bien, Juliette, super, magnifique. Et ben, très bien, à l'un d'entre vous, je retiens, attendez, je vais noter qui j'ai fait ça. Alexandre, par exemple, et Linda. OK. Et j'espère que tout à l'heure, vous pourrez me montrer sur votre écran ce que vous avez fait. On verra ça. J'espère que ça marchera. Alors, on va d'abord se concentrer sur le cours maintenant. Alors, il y a quand même 2 éléments de cours que vous devez connaître. D'abord, cet élément sur ce qu'on appelle la valeur moyenne d'une fonction. Alors la valeur moyenne d'une fonction, donc j'ai là une fonction, définie sur un intervalle AB et comment je vais définir sa valeur moyenne? Eh bien, ce que je peux faire, c'est que je peux imaginer que je calcule quelques valeurs de la fonction comme ça, à intervalles réguliers. Donc je vais faire f de x1, puis ensuite je vais calculer f de x2, et cetera, et cetera, et cetera, jusqu'à f de xn, et puis je vais faire la moyenne de ces valeurs-là. Donc je vais diviser ça par n, d'accord? C'est une idée assez standard, c'est la moyenne, bon la moyenne que l'on connaît très bien. Alors qu'est-ce que je peux prendre pour les x1? Alors figurez-vous qu'il y a plein de façons de faire. On pourrait prendre les x1, il y a une méthode très intéressante qui consiste à les prendre au hasard. Il y a une autre méthode qui consiste à les prendre, heu, irrégulièrement répartis, mais de façon quand même assez intelligente. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les prendre, on va les répartir de façon régulière, c'est-à-dire qu'on va prendre x0 égale a, puis xk égale a plus b moins a sur n fois k, ce qui fait que, lorsque je fais k égale n, eh bien j'aurai xn égale b. Alors vous avez reconnu, ce sont exactement les points de la méthode des rectangles, hein, d'accord? Hop, voilà. C'est exactement les points de la méthode des rectangles et donc cette valeur moyenne là, cette somme-là, Sn, alors enfin je ne vais pas l'appeler Sn, je vais l'appeler, hop, Mn, hein, je vais l'appeler Mn, et bien cette valeur Mn, je vais être capable de, excusez-moi, c'est pas ça que je voulais faire, hop, cette valeur Mn, je vais être capable de calculer sa limite lorsque n tend vers l'infini. C'est quasiment la méthode des rectangles, mais pour exactement l'avoir, eh bien il me manque le facteur b-a. Je vais donc le faire apparaître, je vais le forcer comme ça, somme de k égale 1 à n des f de xk. Voilà. Et donc, ben, je reconnais, hein, ça va tendre vers l'intégrale. Donc ça tend, lorsque n tend vers plus l'infini, vers 1 sur b moins a, intégrale de a à b de f. Donc ça, c'est en quelque sorte la moyenne approchée. D'accord? Ça, c'est la moyenne approchée.
C'est la moyenne calculée, je dirais, hein, d'accord? Qui est pas très, très intéressante et ça, bah, c'est la moyenne. C'est la valeur moyenne de la fonction sur AB. Alors c'est très important parce qu'en fait, en physique, on calcule plein de valeurs, plein de moyennes comme ça, heu, à l'aide d'une intégrale. OK? Essayez de l'écrire, alors vous me parlez du code, Alix, hein, j'imagine? Voilà. Hem, je parlerai du vous inquiétez pas, je parlerai de l'organisation du DS dans un instant, à la fin de la séance. Je répondrai à vos questions là-dessus. Alors, voilà, donc ça, c'est la valeur moyenne de la fonction, horriblement mal écrite, mais j'espère que ça va aller. Alors c'est une définition, c'est on définit la valeur de la moyenne de la fonction et vous pourrez il y a un théorème, très intéressant, un petit complément pour ceux qui ont quelques qui veulent travailler un petit peu leur cours, hein. Remarque, on peut montrer que on peut montrer que cette valeur, 1 sur b-a intégrale de a à b de f est une valeur prise par f. Plus précisément, on peut montrer que si vous avez f qui varie entre 2 bornes ici, entre hop, petit m et là, grand M, hein, précisément, si f varie entre petit m et grand M, eh bien on peut démontrer, c'est pas difficile, que la moyenne de f est également entre petit n et grand M. Voilà. C'est un théorème de la moyenne, bon, qu'on n'utilise pas souvent, mais si vous voulez chercher un petit exercice facile, un petit peu théorique, vous pouvez chercher cet exercice-là. Bien, je passe. Alors ça, c'est à savoir, c'est du cours. Et maintenant, quelque chose à connaître et qui peut être utilisé en exercice, c'est les sommes de Riemann. J'espère que je ne suis pas allé trop vite, vous me demandez si vous voulez que je revienne en arrière. Alors, qu'est-ce que c'est les sommes de Riemann? Il arrive parfois que on se retrouve à calculer ce genre de somme-là. Par exemple, je vous en propose une, somme de k égale 1 à n, de k sur n, 1 moins k sur n. Alors, attendez, je vais changer un petit peu. Tenez, je vais changer parce que celle-là, on peut la calculer à la main et ça ne m'intéresse pas. Donc, je veux quelque chose qu'on ne puisse pas calculer. Voilà, je change mon sujet. Je vous propose de calculer voilà, cette somme-là. Oui, bien sûr. Comme ça, je parle pendant ce temps-là. Alors, la somme que j'ai écrite dans un instant, il y a un instant, c'est pas une somme qu'on est capable de calculer, mais par contre, on peut avoir une idée de la limite de cette somme-là lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, comment on va faire ça? Alors, Clarisse, j'espère que vous avez noté. Voilà, c'est bon. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que on va reconnaître ici une expression, là, dans la somme, une expression qui dépend de k sur n. En l'occurrence, je pourrais dire que c'est racine de... Je vais poser f de x égale racine de 1 moins x. Et donc, cette somme-là, ça va être somme de k égale 1 à n de f de k sur n. Et K sur n, qu'est-ce que c'est? Eh bien, K sur n, pourquoi ça m'intéresse? C'est que si j'appliquais la méthode des rectangles à une fonction là entre 0 et 1, et que je prends mes petits points régulièrement répartis dont j'ai parlé tout à l'heure, voilà, ici, xn-1, eh bien, je pourrais voir que xk, c'est précisément K sur n. Je vous rappelle, normalement, c'est xk, c'est a plus k fois b moins a sur n. Bon, ben là, a vaut 0, b vaut 1, donc j'ai pas le choix. Hein, ça donne bien K sur n. Je suis presque dans le contexte de la méthode des rectangles, là, sauf qu'il me manque le petit terme ici devant, il me manque le b moins a sur n qui est censé être là dans la méthode des rectangles. Et bien c'est pas grave, je vais le forcer, je vais le mettre. Je vais mettre bah, b c'est 1, a c'est 0, et donc le 1 sur n, je vais mettre le 1 sur n, et là je vais mettre n. Et voilà, c'est à là que je voulais en arriver, c'est le lien avec la méthode des rectangles, c'est que ce morceau-là, hop, voilà. Ce morceau-là, là, 1 sur n, etc., tend, lorsque n tend vers plus l'infini, vers l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt. Et ce morceau-là,
ce morceau-là, il tend vers plus l'infini. Donc on est d'accord. Ce qui va se passer, c'est que si cette intégrale-là, n'est pas nulle, et bien du coup, j'aurai la limite de cette expression-là lorsque n tend vers l'infini. D'accord? On y va, je vais la calculer cette intégrale. Hop, excusez-moi. Voilà, donc je calcule mon intégrale. Intégrale de 0 à 1 de racine de 1 moins t dt. Allez, quelqu'un me propose une primitive pour cette fonction-là? Je vous écoute. Pour une primitive pour la fonction racine de 1 moins t. Alors, personne? Ah, grand silence, c'est peut-être que je suis allé, enfin, grand silence de chat, grand blanc, c'est peut-être que je suis allé un peu trop vite. 3 demi de 1 moins t carré pour Alix. Manon f' sur racine de f. Non, vous confondez, je veux pas dériver, je veux intégrer, Manon. Effectivement, ça se dériverait en f' sur racine de f. Enfin, il manque un facteur 1 demi. Alix, 3 demi de 1 moins, de racine de 1 moins t. Quelqu'un d'autre encore? Alors, je vous attends, hein. Mais ce que je vais faire là, c'est que je vais vérifier ça. Je vais dériver. Donc si je dérive, ça se dérive en 3 demi multiplié par moins 1 à cause de la dérivée de 1 moins t, multiplié par 1 demi, ça c'est pour la dérivée de la racine, multiplié par, enfin la dérivée de la racine c'est 1 demi de 1 sur racine, voilà. Ah, ça n'a pas l'air de marcher. Quelqu'un d'autre? Ah, alors, oui, ça me semble une meilleure idée, on va essayer ça. Ça me semble une meilleure idée parce qu'effectivement, il faut augmenter la puissance là, hein, sinon, parce que quand je dérive, je diminue la puissance d'une unité. Donc là, j'ai intérêt à avoir une puissance un peu plus importante. Donc je vais essayer l'idée de Pauline tout de suite. Donc Pauline me propose un petit 2 tiers de 1 moins t puissance 3 demi. Alors allons-y, dérivons ça. Ça se dérive en 2 tiers. 3 demi, t puissance 3 demi, ça se dérive en 3 demi de t puissance 3 demi moins 1. Donc ça a l'air d'aller. 1 moins t puissance 3 demi moins 1, ça fait 1 demi. Mais attention, moins t, quand je le dérive, il va me faire un moins 1. Donc vous étiez trompé juste d'un signe. Hein. La bonne réponse, c'était moins 2 tiers, comme ça, de 1 moins t puissance 3 demi. C'était pas mal. Voilà. Et donc, du coup, quand je calcule cette affaire-là, ça me fait 0 moins plus 2 tiers. Voilà. Et ensuite, ça fait en 0, ça fait 1. Donc, ça me fait 2 tiers. Et voilà, ce morceau-là, il vaut 2 tiers. L'autre morceau est vers plus l'infini, ce qui fait que ma somme, elle tend, euh, là, cette somme-là, hein, elle tend, lorsque n tend vers plus l'infini, 2 tiers fois n, hein, ça tend vers plus l'infini. Et, ou alors en équivalent, c'est équivalent lorsque n tend vers plus l'infini à 2 tiers de n. Ok. Si on fait par IPP, non, il y a un moment donné, en fait, cette primitive, il faut la calculer. Parce que si vous faites par IPP, la racine va vous redonner une racine qui va vous redonner une racine, etc. etc. Hein, il y a un moment donné, faut connaître ça. Okay. Non, ici, si vraiment vous êtes coincé, ce que vous auriez pu faire, si vraiment vous êtes embêté, c'est faire un changement de variable.
Vous auriez pu poser, u égale 1 moins t si vous voulez. Comme ça, vous avez à intégrer racine de u et racine de u, bon, je pense que vous auriez trouvé. Vous prenez votre formulaire éventuellement, d'accord? Ça, c'était, la somme de Riemann. Hop, pardon. Ah oui, alors, en fait, j'ai pas appliqué la bonne. Je viens de m'en rendre compte. Ça, c'était la somme de Riemann à gauche. Pourquoi c'est la somme de Riemann à gauche? Parce qu'elle va de 0 à n-1. Ce qui fait qu'en termes d'intégrale, quand je fais mes points, je vais aller de x0 à xn-1, d'accord? Et donc du coup, c'est bien les rectangles, à gauche que je prends. Ici, dans celle-là, dans cette somme de Riemann-là, je vais de x1 à xn. Là, vous voyez, je vais de k égale 1 à k égale n. C'est pas très important. On peut même, si vous voulez, on pourrait même faire 1 sur n, je vais vous montrer un exemple. On aurait pu faire 1 sur n, somme de k égale 0 à n, des f de k sur n. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a un terme en trop. Oui, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, ce terme en trop, c'est 1 sur n f de 0 plus somme de k égale 1 à n, j'oublie pas mon 1 sur n, voilà, de f de xk. Ça, ce terme-là, il tend vers 0, et ce terme-là, il tend vers l'intégrale de 0 à 1 de f. Donc vous voyez ici les bornes, bon, il ne faut pas trop en ajouter, on peut ajouter quelques points, mais ce n'est pas très très important. Voilà, bah, figurez-vous que c'est... Vous avez des questions sur ces deux éléments de cours? Donc il y avait la méthode des rectangles, la méthode des trapèzes, la valeur moyenne d'une fonction et les deux sommes de Riemann. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? C'est pas très important. En fait, ce qui se passe, vous dites juste que vous appelez ça somme de Riemann. Peu importe si c'est à gauche ou à droite, d'accord? Hein? C'est voilà. La seule chose que ça change, c'est les bornes. Est-ce que la borne va ici de 0 à n, ou est-ce que de 0 à n-1 ou de 1 à n? Et vous voyez, si elle va de 0 à n, c'est encore bon. Donc vous embêtez pas. Non, la vraie difficulté, c'est de reconnaître qu'il faut utiliser une somme de Riemann. Et aujourd'hui, c'est peut-être un peu simple, mais si je vous demande ça dans 3 mois, dans 6 mois ou à l'oral, eh ben, vous risquez fort de ne pas y penser. C'est quand même un peu un détail de l'ensemble des choses qu'on fait. Voilà. Alors, évidemment, tous les détails sont importants parce que si on tombe dessus, c'est pas un détail, voilà. Mais c'est vrai que c'est ça la difficulté, hein. Alors, je vais faire, si vous avez des questions, vous les posez en chat. Je vous donne le programme de la suite. Je vais faire quelques questions de l'exercice 23, qui est l'exercice consacré aux sommes de Riemann. Je vais vous corriger, par exemple, les, euh, oui, les deux premières sommes, pour vous donner un exemple. J'espère que les autres ne seront pas trop difficiles. Comme ça, vous aurez un petit exercice sur les sommes de Riemann. Ensuite, je corrigerai quelques calculs d'intégrale des exercices 3 et 4, où il y avait des changements de variables. Puis je répondrai à toutes les questions que vous voulez, voilà, si vous avez d'autres choses à me demander. À l'avenir, et donc demain, on commence un nouveau chapitre, on fera les éléments de cours, et cetera. À chaque fois, je vous ai mis, vous verrez sur Google Classroom, je vous ai mis des exercices à chercher. J'ai nettement favorisé les exercices simplement calculatoires. Je pense que pendant cette période-là, chez vous, en maths, c'est le mieux que vous ayez à faire. Faites vos exercices calculatoires tous les jours, vous améliorez vos compétences calculatoires. Pour moi, c'est assez facile à corriger. Et puis, vous me posez des questions sur les séances. Il y a vraiment des calculs qui vous ont résisté et je vous mettrai les réponses. C'est facile pour moi parce que je vous mettrai que les réponses et je détaille les calculs à votre demande. Dans l'exemple précédent, oui, oui, vous avez raison, je me suis trompé, mais c'est pas grave. En fait, j'ai illustré la somme de Riemann à droite au lieu d'illustrer la somme de Riemann à gauche. Effectivement, j'ai pas fait attention. Mais le calcul est entièrement juste, hein. Il n'illustre pas le bon théorème, c'est tout. Alors, on y va. Je vous corrige le début de l'exercice 23. Et comme ça, je vous montre comment on utilise les sommes de Riemann. Donc, on vous dit, calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Sn avec, alors le premier, c'est Sn égale somme de k égale 1 à n
de n plus k sur n carré plus k au carré. Alors là, on est typiquement dans un exemple, on sent venir la somme de Riemann. Pourquoi? Parce que c'est une limite lorsque n tend vers plus l'infini, là vous avez une somme de k égale 1 à n avec n qui tend vers plus l'infini. On n'en a pas beaucoup des comme ça, on n'en fait pas souvent. Enfin je veux dire, on en fait beaucoup en problème, mais on vous en donne pas souvent à chercher, tel quel. Et puis l'autre petite indication, c'est que ce qu'il y a dans la somme dépend à la fois de k et de n. Donc bon, après, faut quand même les reconnaître. Alors la difficulté, c'est qu'il va falloir trouver une autre fonction, d'accord? De façon à ce qu'à l'intérieur, j'ai une somme des f de k sur n. Alors quelle va être cette fonction? C'est un peu le problème. Ici, ce qu'il faudrait, c'est que mon expression là, heu, je puisse faire le changement de variable t égale k sur n. Vous y êtes? Alors, est-ce que d'abord, je vais poser la question comme ça, est-ce que quelqu'un a tout de suite une idée? Et si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez, je ne vais pas faire de sondage, mais vous pouvez me mettre, un petit émoticône, avec votre opinion. S'il y en a qui voient vraiment pas du tout ce qu'il faut faire, ils peuvent me le dire. Et s'il y en a qui a une idée, ils peuvent me le mettre dans le chat. Je voudrais bien savoir si vous voyez pas, parce que dans ce cas-là, je vous présenterai une méthode qui est pas fantastique, mais qui vous permet de démarrer. Ouais. Ah, je vois que c'est pas, d'accord. Ah, j'en ai que 12 qui voient rien, donc j'en ai, 33 qui sont super bons là, qui voient quelque chose. Ah. Ah, c'est intéressant. Alors, heu, à quel moment vous êtes perdu? Est-ce que, alors je voudrais bien donner la parole à l'une d'entre vous. Louane, est-ce que je peux vous donner la parole, par exemple, hein? Comme ça, vous m'expliquez et vous servez d'intermédiaire avec vos camarades. Non? Ça va? Je peux pas vous donner, vous avez pas de micro peut-être? Louane? Bon, c'est pas très grave. Alors, hem, OK, c'est pas très grave alors à ce moment-là. Alors je sais que Linda, je sais que ça marche parce qu'on a fait des essais ensemble, donc c'est à elle que je vais donner la parole. Et j'ai l'impression que le serveur a des problèmes parce que je vois que vous êtes nombreux à être déconnectés ou partis. Je crois que c'est en train de... C'est un peu chaud là. Bon, ok, je vais arrêter de cet essai d'interactivité parce que je crois que le serveur n'a pas l'air de tenir. Effectivement, oui, mais je crois que ça vient pas de vous. Ok, alors écoutez, on va plutôt interagir par le chat, hein, d'accord? Lui, il a l'air encore de fonctionner. Alors, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. Ici, si je calcule Sn avec par exemple n égale 4, donc S4, S4 ça ressemble à ça, ça fait 4 plus 1 sur 4 au carré plus 1 au carré, plus 4 plus 2 sur 4 au carré plus 2 au carré. Ouais, je crois que vous avez compris. Voilà. Si je fais n égale 5, je ne vais pas tout écrire parce que ça va me prendre longtemps, mais c'est la même chose, simplement il faut bien que je remplace n par 5, voilà. Et puis, bah, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir 5 termes. Le dernier, c'est 5 plus 5 sur 5 au carré plus 5 au carré, comme ça. D'accord? Quand je vais faire avec n égale 6, je vais avoir 6 termes, 7 termes, 8 termes, etc. C'est-à-dire que le nombre de termes de la somme, ici, il va tendre vers l'infini. Et à l'intérieur, chacun des termes va avoir son expression qui va encore changer en fonction de n. Donc ça fait quelque chose d'assez compliqué. Bon, alors néanmoins, on va quand même s'en sortir, puisque là, je vais pouvoir
et je vais essayer d'utiliser une somme de Riemann. Alors comment je vais faire? Eh bien, je voudrais bien avoir ici une expression de k sur n. Là, j'ai une expression avec n, k, mais je voudrais bien avoir plutôt à l'intérieur du k sur n. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le forcer. C'est-à-dire que je vais simplement dire que ma somme Sn, qui est somme de k égale 1 à n de n plus, et k, bah, k, je vais dire que c'est n fois k sur n, comme ça. Et en bas, je fais pareil, ça fait n carré plus n carré fois k sur n. Mon espoir, c'est qu'à la fin, à l'intérieur, il n'y ait plus que du k sur n que je puisse mettre entre parenthèses comme ça. J'ai oublié le carré. D'accord? Des constantes éventuellement, des puissances, des racines, mais plus de n, que du k sur n. Alors là, c'est pas dur, ça marche très bien. Ça fait somme de k égale 1 à n. Je vais mettre n en facteur au numérateur et n au carré en facteur au dénominateur. Ça fait 1 plus k sur n. Et en bas, 1 plus k sur n au carré. Et vous voyez, j'ai obtenu ce que je voulais. Là, le n sur n carré, je vais le sortir de la somme. Donc ça me fait 1 sur n. Somme de k égale 1 à n. 1 plus k sur n. 1 plus k sur n au carré. OK? Et du coup, dans ma somme, je vais écrire que c'est somme de k égale 1 à n de f de k sur n avec f, qui est la fonction qui a t associe 1 plus t sur 1 plus t carré. Et là, je reconnais précisément une somme de Riemann. Alors, à gauche ou à droite, c'est pas très important, comme je l'ai expliqué, hein, d'accord? Et somme de Riemann, ce qui fait que je sais que Sn, c'est exactement une somme de Riemann, hein, tant quand n tend vers plus l'infini, vers l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt, c'est-à-dire de 1 plus t sur 1 plus t au carré dt. OK? Et donc, j'ai plus qu'à calculer cette intégrale-là. Hop. Alors, quelqu'un a une idée pour calculer cette intégrale? Elle est vraiment intéressante à faire. Alors, je vous donne une indication. 1 sur 1 plus t carré, vous en connaissez une primitive. Ah, très bien. En deux intégrales. Oui, tout à fait. Très très bien. Ça me fait intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t carré dt plus intégrale de 0 à 1 de t sur 1 plus t carré dt. La première... Ah, j'ai noté votre question, Axel, j'y réponds dans un instant. La première, alors, quelqu'un me trouve une arctangente, et la deuxième? Celle-ci? Alors la première, c'est bien arctangente, je l'écris, comme ça je vous laisse réfléchir. Un demi de log de 1 plus t. Morgane, vous avez oublié quelque chose? Un demi de log de 1 plus t, vous êtes sûr? Ah voilà, j'avais pas vu, Ouliana, j'avais pas vu, excusez-moi. Ah oui, il faudrait que je lise. Un demi de log de 1 plus t carré, très bien. Un demi de log de 1 plus t carré. Très bien, hop, voilà. Et Alexis me donne directement la réponse. Donc, c'est qui? Alexis, log de 2 sur 2, ben voyons ça, je ne sais pas. Alors, arctangente de 1, arctangente de 1, et là, donc, 1 demi de log de 2, très bien. Dommage, parce que c'était bon. Regardez, ça fait 1 demi de log de 2. Mais bon, vous aviez déjà tout calculé, vous étiez très en avance. Et les autres, il me manque un arctangente de 1, là. C'est combien arctangente de 1? Pi sur 4, voilà, très bien. Voilà, et donc je connais ma limite de Sn. Sn tend vers, lorsque n tend vers plus l'infini, vers pi sur 4 plus 1 demi de log de 2. Ok?
Alors je continue, je fais la hop, je fais la deuxième. Je vous laisse un petit peu le calcul sous les yeux. Je me mets en ligne pour la suivante, S. Donc cette fois-ci, c'est Sn égale somme de k égale 1 à n de k au carré sur n au carré racine de n au cube plus k au cube. Alors je vais faire, là je sais que c'est une somme de Riemann parce que c'est un exercice qui a écrit somme de Riemann juste au-dessus, hein. Donc c'est un peu facile. Donc je vais faire apparaître ma somme de Riemann et vous avez compris que dans ma somme, il faut que j'ai une expression qui ne dépende que de k sur n. Donc je fais apparaître mon k sur n un petit peu de force. Alors allons-y. Ça me fait somme de k égale 1 à n de n carré k sur n au carré divisé par n carré, les n on verra tout à l'heure, hein, racine de n au cube plus k sur n au cube, je manque un peu de place, là, k sur n au cube fois n au cube, comme ceci. Là, alors les n carrés ont le bon goût de se simplifier, et là, ce que je vais faire, c'est que dans cette racine carrée, je vais mettre n au cube en facteur. Alors ça me fait somme de k égale 1 à n de 1 sur n puissance 3 demi, k sur n au carré, racine de 1 plus k sur n au cube. C'est un 1, ça, c'est pas un 2. Voilà, c'est pas mal. Je trouve que ça ressemble bien à une somme de Riemann. Regardez, j'ai somme ici de f de k sur n dans ma somme, hein, somme pour k allant de 1 à n. Ici, f de t, ce sera t sur racine de 1 plus t au cube. Voilà. Pour avoir une somme de Riemann, devant, il me faut du 1 sur n, mais ça tombe bien parce que vous voyez, là, j'ai 1 sur n puissance 3 demi. Donc je vais prendre un petit peu de cette puissance pour me faire du 1 sur n, et puis ben, j'ai du 1 sur n puissance 1 demi qui va rester. D'accord? C'est comme ça qu'on utilise une somme de Riemann, en fait. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas exactement la somme de Riemann dans le calcul, mais une partie du calcul me fait apparaître une somme de Riemann. Donc une partie du calcul, je vais connaître sa limite, et puis je vais regarder la limite des autres morceaux. D'accord? Et donc c'est tout ça, là, tout ce morceau-là, voilà, lui, hop, lui là, hop, il va tendre lorsque n tend vers plus l'infini, tend lorsque n tend vers plus l'infini, vers l'intégrale de 0 à 1 de t sur racine de 1 plus t cube dt. Et puis lui, là, cet autre morceau, lui, hop, hein, il va 1 sur n, 1 sur racine de n, ça tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Il me manque pas. Non, c'est pas un carré. Oui, merci. Voilà. Et là, c'était au cube. Alors, bah maintenant, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que cette intégrale-là, alors on peut la calculer. D'ailleurs, on va la calculer, ça va nous faire un petit exercice, hein. J'aime bien qu'on fasse des exercices calculatoires, hein, j'ai dit en ce moment. On peut la calculer, mais en fait, on s'en fiche. Puisque Sn, ben, Sn va tendre lorsque n tend vers plus l'infini, vers 0 multiplié par l'intégrale. Donc en fait, l'intégrale, je n'ai pas besoin de la calculer, la Sn va tendre vers 0, j'ai fini. D'accord? Parce que ce morceau-là tend vers 0, ce morceau-là tend vers l'intégrale, donc par produit, bah, Sn tend vers 0. Et voilà, j'ai terminé. C'est même pas la peine de calculer l'intégrale. Ok? Je vais quand même, parce que j'aime les exercices calculatoires, m'y intéresser. Est-ce que quelqu'un peut me donner a une idée pour une primitive de t carré sur racine de 1 plus t au cube? Et si vous n'avez pas d'idée sur la primitive, est-ce que vous avez une idée de la façon dont on va trouver cette intégrale? Je ne le finis pas, je vous donne juste le début. Est-ce que quelqu'un a une idée?
Alors, comment on peut faire ça? Lequel? Clarisse propose un changement de variable. Est-ce que vous pourriez me dire lequel? Parce qu'il y en a beaucoup, hein. Alix en 2 intégrales, alors là, je vois pas comment on peut séparer en 2 intégrales, Alix, hein. On peut séparer, quand j'ai une somme dans l'intégrande, hein, quand j'ai une somme ici, parce que j'ai intégrale de f plus g, il faut pas que j'écrive avec ça moi. Voilà, j'ai intégrale de f plus g qui est intégrale de f plus intégrale de g, donc je sépare en deux. Mais quand j'ai intégrale de f fois g, eh ben, ouais, j'ai rien. Donc c'est pas possible. Alors Clarisse propose le changement de variable u égale t au cube. Je trouve que c'est un changement de variable qui est très sensé, parce que ce qui nous embête, c'est effectivement ce racine de 1 plus t cube, donc c'est une bonne idée. En fait, c'est une très bonne idée, ça marche très bien. U égale t carré, bah non, parce que avec u égale t carré, là, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir du u puissance 3 demi, donc c'est affreux. Donc c'est pas le bon changement de variable. Et enfin, Ouliana me propose directement une primitive. Et ben, on va vérifier que Ouliana a raison. Donc Ouliana me propose directement 1/6 de racine de 1 plus t au cube entre 0 et 1. Donc je vais vérifier. On y va, je dérive ce truc-là. Hein, quand je dérive par rapport à t, ça va me faire 1/6. Là, donc c'est une composée de fonctions, ça se dérive en 3t carré multiplié par, et ensuite la dérivée de racine de u, c'est 1 demi, 1 sur racine de 1 plus t au cube. Ben, vous êtes pas mal, vous êtes trompé sur le facteur, mais vous voyez, on a bien hein, le t carré sur racine de 1 plus t au cube. Vous êtes trompé sur le facteur, visiblement ça appelle d'être 1/6. Donc on va changer mon petit 1/6 ici, ça a plutôt l'air d'être 2/3. Voilà. Ok. Oui, tout à fait. Bon, très bien, bravo pour les gens qui ont trouvé la primitive de tête. Sinon, le changement de variable est très intéressant, il n'est pas très difficile. Ok. Bon, je rappelle que là, calcul intégral sert à rien du tout, hein. Voilà, vous pourrez avancer dans cet exercice sur les sommes de Riemann. Bon, il n'est pas. C'était un exercice que je voulais qu'on fasse ensemble en classe. Il y a plein de petits pièges, hein. Pourquoi la cinquième question avec la factorielle est dans cet exercice? De quoi vous parlez? De quelle question avec quel factoriel dans quel exercice? Ah, pourquoi vous parlez de la somme avec un produit, c'est ça? Enfin, du SN avec un produit, là? Ah, bah oui, parce que voilà, mais là, il y a une astuce d'une extrême simplicité. Donc, c'est la racine énième hein, du produit de k égale 1 à n de n plus k. Ah, mon Dieu, c'est une racine énième, scandale. Mon Dieu, c'est un produit, aïe aïe aïe. Est-ce que quelqu'un voit comment je vais me retrouver avec une somme ici et faire le lien avec les sommes de Riemann? C'est la question 5. Est-ce que quelqu'un voit comment je vais me retrouver avec une jolie somme de Riemann? Enfin, pas tout de suite, mais comment je vais me retrouver avec une somme déjà? Personne? Non. Oui, ah ouais, ça a la puissance 1 sur n, oui, mais c'est pas, ça me transforme, ça va pas me faire une somme, ça. Si vous voulez, hein, parce que c'est simplement que la racine énième, c'est une puissance 1 sur n. Bon, d'accord. Ça casse pas trop pattes à un canard, cette affaire. Alors, produit qui devient une somme, produit qui devient une somme, produit qui devient une somme. Non, personne. Ah bon. Ah, c'est dommage. Ah, écoutez, simplement, on va prendre le logarithme népérien de Sn. Du coup, ça va me donner, eh bien, bon, 1 sur n log du produit, là, produit de k égale 1 à n des n plus k. Voilà. Là, il y a le petit facteur 1 sur n qui est ici, que je vais, qui va me donner simplement un moins log de n, comme ceci, voilà. Et puis ensuite, ben, log d'un produit, ben, c'est somme des termes. Donc ça fait 1 sur n, somme de k égale 1 à n, des logs de 1 plus, pardon, pas de 1 plus, je me suis trompé, log de n plus k, comme ça. Voilà.
OK, moins logarithme népérien de n et voilà. OK? Maintenant vous avez plus qu'à alors c'est le logarithme népérien de Sn, hein, que l'on calcule. Vous avez plus qu'à avancer, c'est vraiment facile maintenant, à la limite, c'est peut-être vous devriez commencer par cette question parce que peut-être plus facile que d'autres et donc voilà, là vous faites apparaître une somme de Riemann et vous avez votre moins log de n, vous allez voir, il est important pour la suite. C'est moins ln de n. Voilà, j'aimerais qu'on fasse un chouïa de Python parce qu'il est important que dans votre cours, vous ayez, comment dirais-je? Que dans votre cours, vous ayez, le comment dirais-je? Vous ayez le programme qu'il faut faire pour, alors attendez, j'ai un petit problème avec, les autres éléments de mon ordinateur. Voilà, que vous ayez le programme qui figure dans, le cours. Alors on y va, je bascule sur une autre application, bougez pas. Alors, on y va, donc c'est, la méthode des rectangles, .py. Voilà. Alors, s'il y en a qui ont du mal à lire, ce qui s'affiche, surtout vous me le dites, hein, vous n'hésitez pas. Je fais un petit zoom, c'est bon. OK. Alors si vous avez du mal à lire, hein, là en haut, vous avez le code qui va s'afficher, ici, et puis là en bas, c'est là où je vais lancer mon script. Ça roule? Alors, je vous propose de calculer l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction f de x définie par, tout simplement, on va prendre 1 plus x. Ouais, voilà. Pour cela, on va faire une intégrale par la méthode des rectangles. Alors, qu'est-ce qu'on va passer par paramètres? Eh bien, on va passer la fonction qu'on va intégrer, la borne inférieure, la borne supérieure et le nombre de points qu'on va prendre. OK? Alors, est-ce que, par exemple, monsieur Césari peut prendre la parole ou pas? Est-ce que ça marche? Vous m'aviez dit que vous aviez fait le programme Python, donc c'est pour ça que je vous propose de prendre la parole. Je vais essayer et vous me dites, hein, est-ce que vous pouvez brancher votre micro? Ou est-ce qu'il est parti faire autre chose? Alors vous essayez dès que vous pouvez, je vous ai donné, normalement vous êtes présentateur, dès que vous voulez prendre la parole, vous pouvez. Ça m'intéresse. Ah bah parfait, très bien. C'est bon, normalement vous branchez votre micro, là parmi les icônes du bas, vous connectez sur micro et juste après normalement vous prenez la parole, c'est comme vous voulez. Bonjour, bonjour, vous m'entendez? Ah, et bah ça a pas marché, c'est vraiment dommage. Ouais, je crois que ça a sauté. Bon, c'est vraiment très dommage. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Il y avait Linda aussi qui avait fait, ah non, il revient. Bon, je commence. Dès que monsieur, Césari est disponible, hein, je serais curieux d'avoir, son programme. Alors vous vous doutez qu'on va commencer probablement par une boucle, hein. Méthode des rectangles à gauche, méthode des rectangles à gauche ou à droite, c'est pas très important. Donc on aura for k in range de A sur B. Là, je vais laisser, une ligne, hein, vide, vous me direz pourquoi. Et puis, ben, la méthode des rectangles, ça consiste en fait à calculer une somme. Donc je vais faire simplement S égale S plus, et puis là, bah, il faut que je calcule, alors attendez, j'ai oublié, il y a une ligne vide, voilà. Et là, il faut que je calcule f de
en un certain point, donc f de xk. Et donc, c'est là qu'il faut quand même connaître votre cours, c'est comment on calcule le xk. Monsieur Césari, vous pouvez prendre la parole ou pas? Ah, parfait. Oui, je suis d'accord, Linda, Lucie, hein. Il y a beaucoup de bugs ce matin. Il y a beaucoup de gens qui pensent que cette semaine va être un peu difficile. On passera à ce moment-là sur Discord, mais bon, Discord, je sais qu'il va y avoir des bugs aussi, hein. Ah d'accord, merci. OK, monsieur Césari, très bien. Bon, bah, écoutez, bah, faites-le moi par chat alors à ce moment-là. Vous me tapez, tapez-moi vos lignes, vous faites des copier-coller si vous voulez. Voilà, alors le XK, bah, le XK, comment on va faire? Le XK, on va simplement faire le fameux A plus B moins A sur N fois K, comme ça. D'accord. Et puis après, je fais simplement S égale F de XK, et puis bah, je renvoie S. OK. Ça vous plaît? Il manque quelque chose? Il manque quelque chose. Voilà, très bien. Il manque définir S, c'était pas un vrai piège. Donc je fais S égale 0, tout à fait. Il manque encore autre chose, il y a encore une autre erreur. Pour le coup, il y a une erreur de calcul. Là, il n'y a pas un bug, ça va tourner, mais ça ne va pas renvoyer le bon résultat. Est-ce que vous voyez où est l'erreur? N-1, non, c'est pas la peine. Là, ce range-là, donc j'ai mis range de 0 à n, ce qui fait que k va varier de 0 à n-1. Donc je suis en train de faire une méthode des rectangles à gauche, donc c'est bon pour ça, c'est correct. Même si j'avais rajouté une valeur, c'est pas très grave, parce qu'en fait, cette valeur, elle, elle sera divisée par n, donc allez, il manque quelque chose, vous voyez pas? Parenthèse et carré, si vous voulez, mais ça aurait marché. Indispensable. Je vous en parlerai. Il y a une règle de priorité, ce qu'on appelle une règle de priorité. C'est-à-dire que Python calcule d'abord le carré avant de calculer la somme, quand il écrit 1 plus x carré. Les règles de priorité dans les calculs. Hein, par exemple, si vous faites ça, voilà, hein, cette expression-là, Python ne va pas l'interpréter comme par exemple x puissance 3 plus 1, parce qu'il va d'abord faire la puissance, x au cube, puis il va multiplier par 2, et puis ensuite il va additionner 1. C'est très pratique parce que ça évite, si vous voulez, de devoir mettre des tas de parenthèses partout non, pour préciser l'ordre des calculs. Il faudrait mettre ça, mais bon, ça c'est vraiment casse-tête. Ah bah alors, c'est parce que vous connaissez pas bien votre cours, vous l'avez pas encore bien appris. Mais j'ai oublié, il faut penser, enfin dans la méthode des rectangles, hein, on fait, c'est la somme de k égale 0 à n-1 de f de xk, mais il faut multiplier par b-a sur n. Là c'est bon. Ok, on y va, c'est bon. Ici, et je vais faire la méthode des rectangles appliquée à ma fonction f entre 0 et 1, et puis je vais prendre 100 points. Si vous l'avez reconnu, mais normalement, c'est l'intégrale de 1 sur 1 plus x2, donc c'est arctangente, et là, normalement, je suis censé trouver pi. Enfin, quand je suis censé trouver pi sur 4. Donc quand je multiplie par 4, je suis censé trouver pi. Vous voyez, j'en suis assez éloigné, hein. Alors je vais faire avec n égale 1000. Bon, c'est pas très bon, hein, ce que je vous l'avais dit. Encore un autre code. Cette fois-ci, on va faire la méthode des trapèzes. F, A, B, N. Voilà, très bien. Donc on commence toujours par S égale 0. On fait, c'est vraiment la même structure. Il y a juste quelque chose qui change. Alors qu'est-ce qui change? Ce qui change en fait, c'est que je vais faire là, quand je vais additionner, je ne vais pas faire f de xk, je vais faire f de xk plus f de xk plus 1. Alors je ne vais pas noter xk plus 1, je vais l'appeler xkk comme ça. Voilà, divisé par 2. Voilà, c'est ce que ça change. Et le xkk, c'est quoi? Bah, c'est le k, c'est xk plus 1. Donc voilà, xk plus 1. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre un seul point et faire plus f de xk, je prends 2 points et je fais la moyenne des deux valeurs. Vous voyez, c'est vraiment pas dur à comprendre, hein. Okay, et là,
je vais tester ça, donc hop. Avec les rectangles, c'est les rectangles, c'est volontaire, hein. Avec les rectangles, j'avais, 3, 14, 2, 25. Voyons ce que ça donne avec les trapèzes. Toujours F, toujours entre 0 et 1, toujours avec 1000 points. 4 et voilà. Et c'est bien meilleur, hein. Là, j'avais 3, 14 et déjà la troisième décimale était mauvaise et là, vous voyez, j'ai déjà 5 bonnes décimales. Donc c'est quand même vachement bien. OK. Voilà, je vous laisse ce code le temps que vous le recopiez et maintenant je vais passer à quelques corrigés d'exercices. Donc je voudrais corriger, l'exercice 3 qui était un exercice de calcul d'intégrale par changement de variable, le début de l'exercice 4 et puis si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, j'y répondrai volontiers. OK? OK, attention, donc s'il y a vous râlez si ça vous plaît pas, parce que là je vais basculer, je vais changer d'application. Donc c'est le moment de dire que ça va pas, trop tard. Ah, trop tard. Excusez-moi, je suis allé trop vite. Alors attendez, je vous remets le code. Hop. En fait, j'ai un souci, je pense qu'un autre problème de cette application, c'est que je crois que j'ai un gros délai entre, le moment où vous tapez une ligne dans le chat et le moment où elle apparaît chez moi. Alors moi, vous avez sur le Google Classroom, mais les carnets de notes là, quand j'écris manuscrit, je le mets à chaque fois. Et là, je vous mettrai bien sûr ce code-là aussi, hein. Mais enfin, ceci dit, ça n'empêche pas que si d'autres gens veulent le faire aussi, c'est pas un problème. Allez, je passe à autre chose. Heu, hop, c'est parti. Alors, je voudrais corriger rapidement, l'exercice 3 de la feuille d'exercice sur l'intégrale. Alors, je commence par la première qui était vraiment facile. Donc on vous disait: «Calculer les primitives des fonctions suivantes en utilisant un changement de variable, précisez à chaque fois le domaine de validité». Alors quand on calcule des primitives, je vous rappelle qu'on calcule l'intégrale de quelque chose à x de 1 sur t au carré plus a carré dt. Voilà. Qu'est-ce qu'on prend comme borne? Eh bien, il faut que la fonction qui a t associe 1 sur t carré plus a carré soit continue là, entre les 2 bornes, là, entre celle-là et x. Alors celle-là, elle ne pose aucun problème puisque cette fonction est continue sur R. Voilà. Donc je peux prendre ici, ce que je veux comme borne. Donc je vais prendre 0 parce que 0 c'est facile. OK. Alors on me disait de faire le changement de variable, t égale x sur a. Ah, excusez-moi. Alors excusez-moi parce que je suis pas, je vais changer mes notations parce que sinon je peux pas suivre l'indication. Voilà. Donc je change mes notations. Là, je prends x parce que je veux suivre l'indication de l'énoncé, petit x, et donc là, je vais prendre grand X. Alors on y va. On me dit de poser t égale x sur a. Donc je vous rappelle les 3 temps du changement de variable. D'abord, je calcule l'élément différentiel, dt égale dx sur a. Voilà. Je peux aussi dire que dx, c'est a dt si je veux, hein, c'est facile de les calculs. Ensuite, je vais changer l'intégrande, 1 sur x2 plus a carré dx. Alors qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais dire que x c'est at, donc ça me fait 1 et il n'y a pas d'intégrale. Voilà, ça fait 1 sur at au carré plus a carré. Et puis dx, je le remplace par a dt. Ok, alors pourquoi c'est pas mal? Eh bien peut-être que vous avez remarqué qu'on pouvait mettre 1 sur a carré en facteur. Là, je vais avoir 1 sur t carré plus 1, et puis le a ici, dt. Et enfin, dernier temps important, c'est les bornes. Ben, ça me fait que l'intégrale
de 0 à grand X de 1 sur petit x2 plus a carré dx, ça devient quand x vaut 0, t vaut 0, quand x vaut grand X, t vaut grand X sur a. Donc ça fait intégrale de 0 à grand X sur a, de 1 sur a, 1 sur t2 plus 1 dt. Et voilà, j'ai terminé. Donc vous connaissez une primitive de 1 sur t2 plus 1, c'est arctangente. J'ai 1 sur a, intégrale, pardon, crochet de arctangente de t à prendre entre 0 et x sur a, il n'y a plus qu'à terminer le calcul, et ça me fait 1 sur a, arctangente de x sur a. Je ne suis pas un prof modèle pour ça, parce que normalement arctangente c'est avec un A majuscule. Voilà. Et d'une. Donc elle n'était pas dure, elle était dans le formulaire, parce que parfois on a besoin de l'apprendre par cœur. La suivante, vous m'arrêtez hein, s'il y a un truc qui ne va pas. La suivante, donc c'est l'intégrale de 0 à grand X de x2 log de x6 moins 1 dx. Alors, pardon, j'ai oublié de... Excusez-moi, c'est une grosse bêtise, énorme bêtise. Cette borne-là, il faut que je réfléchisse un petit peu. Donc, je m'intéresse à la fonction qui a x associe x carré log de x puissance 6 moins 1. Alors, qu'est-ce que le domaine de validité? Les nouvelles bornes? Alors là, je ne comprends pas votre question. Hop, là j'ai fait une erreur, grand X. Alors, le domaine de validité. On calcule des primitives dans cette question-là. Donc, on calcule des fonctions grand F de x égale intégrale de, ici je vais mettre une constante, là, une petite constante. En haut, je mets forcément grand X. En haut, je mets forcément grand X, et à l'intérieur, je mets la fonction dont je cherche une primitive. D'accord? Alors, pour que l'intégrale existe, il faut que cette fonction soit continue entre ces deux bornes-là. Et c'est ça qui va me donner le domaine de validité. Ça roule? Alors, il n'y a pas le domaine de validité, d'ailleurs, il y en a plusieurs. Hein. C'est pour ça que dans l'énoncé, je n'ai pas mis le domaine de validité, j'ai mis préciser à chaque fois un domaine de validité. Alors ici, cette fonction-là est continue. Alors, je parle de celle-ci, là. Hein. Elle va être définie continue, etc. si et seulement si x puissance 6 moins 1 est strictement positif. C'est-à-dire x puissance 6 strictement plus grand que 1, c'est-à-dire x strictement plus grand que 1. Donc ici, cette fonction-là, elle est définie et continue, elle est même c infini, sur 1 plus l'infini. Et donc là, pour mes bornes, il faut que je prenne un intervalle qui soit inclus dans 1 plus l'infini. Ok? Inès, j'ai bien vu votre question. Je ne sais pas si vous allez revenir. J'y réponds après avoir fait ce calcul. Hein. Ok? Voilà. Donc du coup, ici, grand F va être défini, et bien pourvu que grand X soit dans le même intervalle. Ah bah j'ai oublié quelque chose. Maintenant, je n'avais pas oublié quelque chose. J'ai fait exprès, il fallait que j'attende un petit peu pour le donner. Hein, il m'arrive d'oublier, mais là, ce n'était pas un oubli. Il fallait d'abord que je fasse toute mon étude ici pour savoir quelle borne je vais mettre là. Quelqu'un me propose une borne ici? Là? 1 pour Enzo, 2 pour Alix. 1 pour Chloé. Ah, Enzo change d'avis. Ouais, effectivement. Bravo, très bien. On peut pas prendre 1, hein, parce que 1 n'est pas dans le domaine de définition. Voilà. Après, vous prenez ce que vous voulez. 2, c'est une bonne idée. Je ne sais pas si c'est la meilleure idée. J'avoue que je ne sais pas trop. Je pense que c'est pas mal parce que, bon, en fait, j'en sais rien. J'en sais strictement rien. Et en fait, à vrai dire, on s'en fiche. Ça fera juste une constante additive qui aura sa valeur. Voilà, c'est pas très grave. Hein. Donc f est donc défini sur 1 plus l'infini, puisque si grand X est dans cet ensemble-là, eh bien 2 grand X comme ça sera entièrement inclus entre 1 et plus l'infini. Ok? Voilà, alors je vais faire mon changement de variable, u égale x cube. Donc du égale 3x2 dx.
et vous voyez que c'est un bon changement de variable puisque le x de dx, je l'ai bien, donc ça va bien se passer. Voilà. Alors ensuite, donc j'ai, comme je disais à chaque fois, l'intégrande, hein, x2 log de x6 moins 1 dx. On y va. Alors, bah, je vais directement dire que euh, euh, x2 dx, c'est du sur 3. Donc là, je vais écrire directement du sur 3. Et là, je vais dire que log de, bah, c'est log de u carré moins 1. Comme ça. OK. Et donc c'est parti, je vais calculer mon grand f de x. Il faut que je m'occupe des bornes, hein, pas que j'oublie. C'est intégrale de 2 au cube à grand X au cube log de u2 moins 1. Le 1 tiers, je vais le sortir de l'intégrale, parce que je peux, du. Voilà. Une idée, quelqu'un, pour calculer cette intégrale? Ah, j'ai un petit peu dépassé le temps, je suis désolé, mais vous n'avez pas de cours après, donc j'en profite un peu. On calcule ça et je vous laisse. Intégration par partie pour Alexis. C'est pas une mauvaise idée. Hein, on peut intégrer par partie, effectivement, avec du 1 fois. Vous dérivez ça et le 1, vous l'intégrez. Ça marche assez bien, mais il y a mieux. Ah, quelle primitive, Chloé? À quelle primitive vous pensez? Peut-être, hein, je dis pas le contraire. Alors Alix pense à ça. Alors j'espère, là c'est moi qui fais le travail, mais j'espère que quand vous êtes à la maison et que vous calculez vos intégrales et que vous avez une idée, là par exemple, Alix pense à u carré log de u2 moins 1 moins u carré moins 1, parce qu'elle connaît sa primitive de log de x qui est x log de x moins x, hein, donc elle a essayé ça. Voilà, et ben, faut penser à dériver, mais là, quand on dérive, c'est la catastrophe, parce que ça fait 2u, pardon, oui, à dériver, ça fait 2u log de u de moins 1, plus, alors c'est u carré fois 2u, fois log, divisé par u de moins 1, moins 2u, bon, ça va pas du tout, hein, d'accord? Donc c'est pas la bonne. Est-ce que quelqu'un a une autre idée? Le truc auquel vous pensez pas? Faudrait que j'ai des grands tampons, là, pour faire ma animation. Oui, on sépare, mais comment on sépare? C'est une bonne idée, Axel, on sépare, mais comment on sépare? Parce qu'il n'y a pas de somme là dans la. Il faudrait avoir une somme de deux termes là, hein. Mais j'ai log de u carré moins 1. Oui. Et comment on sépare le ln? Il faudrait avoir un produit là dans le ln pour séparer. Il faudrait avoir log de a fois b, comme ça je séparerais en log de a plus log de b. Ah, bravo, bien joué. Très bien. Effectivement, hein. C'est une identité remarquable, donc ça me fait log de u plus 1 plus log de u moins 1 du. Voilà. Et maintenant la primitive, remarquable identité, tout à fait, je suis d'accord. Et donc ça s'intègre. Alors là, pour le coup, l'idée d'Alix plus haut ne marchait pas avec du u carré, mais ça marche avec du u plus 1 et du u moins 1, vous avez qu'à essayer. Voilà. Moins u plus 1 comme ça, et puis l'autre u moins 1, log de u moins 1, moins u moins 1. Voilà, à prendre entre 8, 2 au cube et x au cube. Voilà. Je termine pas le calcul parce que je vais vous laisser. Vous avez certainement plein de choses à faire. Pour, excusez-moi. Pour le DS de cet après-midi, donc il apparaît en ligne normalement vers 13h. Je serai devant mon ordinateur pour que tout se passe bien. Mais il va apparaître sur Google Classroom et moi je serai sur Discord. Donc si vous ne l'avez pas, je vous l'enverrai par mail. Je vous rappelle que je l'ai prévu en 3 heures. Je vous recommande de le faire d'une seule traite. Euh, je vous recommande donc de le faire d'une seule traite. Vous rédigez une copie papier et ensuite à la fin, je voudrais que
avec votre téléphone, par exemple, vous me scannez ça sous forme d'un PDF. Donc souvent, il y a des applications où vous photographiez chacune des pages et il fabrique un PDF avec tout ça. Et puis vous pouvez le mettre sur Google Classroom. Vous avez un travail à rendre, donc vous rendez votre travail, vous rendrez votre fichier PDF. Ce serait parfait. Si vous n'y arrivez pas, vous me l'envoyez par mail. Si vous n'arrivez pas à faire de PDF, vous m'envoyez les photos par mail, s'il vous plaît, des photos assez lisibles, et je m'en sortirai. D'accord? Pourquoi ça marche? Je peux pas vraiment vous dire. On essaye, ça marche. Bon, ça marche pas tout le temps, hein, c'est vraiment un hasard, hein. Ça marche avec U+1, U-1, c'est tout. OK? Mais déjà avec, par exemple, déjà si j'avais déjà, log de, 2U+1, bah, ça marchait déjà pas. Voilà, c'est tout. J'ai dit que ça marchait pour aller un peu plus vite, hein. Sinon, si vous êtes embêté, ce que vous faites, c'est que vous pouvez encore poser un autre changement de variable, par exemple, t égale U+1 ici et t égale U-1 là, si vous voulez. Pour les appréciations, non, j'en ai pas besoin là, en fait. Je sais pas ce que je ferais et j'aimerais bien un petit truc que j'aimerais bien faire, c'est, si ça vous intéresse, j'aimerais bien faire un petit streaming où je vous corrige une copie en direct. Enfin, une ou 2 pour les gens qui veulent bien que je corrige leur copie en direct. Je trouverais ça intéressant parce que vous permettrait ça me permettrait de faire des commentaires directs. Ouais, d'accord. Bon, je vous en reparlerai, je vais voir comment ça avance. Je vois déjà qu'il y a deux personnes qui sont d'accord, donc je prendrai vos copies. Mais s'il y en a d'autres, vous pouvez le dire, il y a pas de souci, hein. OK. Voilà, je vous laisse, je vous remercie de votre patience, j'ai un peu débordé. Voilà, je vais répondre à des questions qui restent. Il y avait également Inès qui avait une question, que j'ai vue passer, mais à laquelle j'ai pas répondu parce qu'elle a été déconnectée. Inès, si vous voulez bien reposer votre question, comme ça je sais que vous êtes là. Chloé, est-ce que vous pouvez revenir sur la dernière question de l'exercice 3 du DS d'entraînement, s'il vous plaît? Alors, voyons cet exercice 3 du DS d'entraînement. Hop, alors c'est pas ça que je veux faire. Hop. Hop. Alors, l'exercice 3 du DS d'entraînement, dernière question. Heu, donc vous parlez, hein, vous parlez de cette question-là, hein, d'accord? OK, très bien. Alors, je réponds à la question. Est-ce que vous pouvez revenir sur la question pourquoi l'intégrale est entre 0 et 1 sur les sommes de Riemann, s'il vous plaît? D'accord. Alors, Chloé, je vous, garde au chaud. Je vais revenir tout de suite sur les questions sur l'intégrale, simplement parce que j'ai le fichier sous la main. Voilà. Alors, on me demande pourquoi c'est entre 0 et 1. Et ben simplement parce que ça tombe bien. Regardez, hop, ici, vous voyez, là, vous avez du 1 sur n. Dans la méthode des rectangles, le facteur, c'était b moins a sur n. Donc si je prends a égale 0 et b égale 1, bah, c'est nickel, ça tombe bien. Et là, c'est pareil. Dans dans la méthode des rectangles, c'est pas x, ici, c'est xk. Xk, c'est a plus k fois b moins a sur n. Et si vous faites a égale 0 et b égale 1, bah, ça fait directement k sur n. D'accord? Donc là, j'ai répondu à la question, d'Axel. C'est simplement, on prend les valeurs et on voit que ça marche. OK? Voilà. Je réponds à la question d'Inès qui comprenait pas, avec XEA, j'ai pas compris l'avant-dernière ligne, je vous la remets. L'avant-dernière ligne, c'est donc celle-ci, c'est ça? Alors, bah, là, c'est simplement que j'ai remplacé, hein. Donc là, ça, c'est mon expression, ça, c'est mon intégrande qui est devenue ça. Donc je l'ai remplacée, elle est ici, d'accord? Et puis ensuite, je prends aux bornes. Quand petit x vaut 0, t qui vaut x sur a vaut 0. Quand petit x vaut grand X, t qui vaut x sur a vaut grand X sur a. Voilà, très bien. Marie-Sara, oui, tout à fait. Vous avez entièrement raison, vous avez très bien répondu à la question. Heu, alors c'est bien attention, quand même, si on parle d'une famille, d'une matrice inversible, c'est que j'ai 3 lignes et 3 colonnes. Donc il faut que je sois dans un espace de dimension 3 et que j'ai une famille de 3 vecteurs. Mais sinon, c'est très bien. OK.
Pourquoi on a xk égale a plus k fois b moins a sur n? Hop, pardon, je reviens là-dessus. Oui, c'est une bonne question ça. J'aurais peut-être dû y répondre un petit peu avant. Où je suis? Voilà, je suis là. Je vais le faire ici. Donc j'ai la figure, c'est la figure de la méthode des rectangles ici, hein. Écoutez, c'est pas très dur. C'est que vous avez, x0 c'est a, x1 c'est a plus le pas, b moins a sur n, OK? Et puis x2, c'est x1 plus à nouveau le pas, x3 c'est plus à nouveau le pas, et cetera, et cetera. En fait, c'est une suite, arithmétique, OK? Et de façon générale, donc x2, je vais avoir 2b moins a sur n, et puis x3, x4, et cetera. À chaque fois, j'avance de b moins a sur n, donc ça me fait exactement ce que j'ai dit, hein. Là, ça va être hop, fois x4. D'accord? On peut utiliser un déterminant pour montrer qu'une matrice est inversible? Oui, vous pouvez. Je vous le déconseille pour des matrices 4-4, et cetera, mais pour des matrices 2-2 et 3-3, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème, hein. C'est pas au programme de BCPST, mais comme c'est au programme de terminal, vous pouvez l'utiliser. OK? Très bien. Alors, je reviens en arrière, bougez pas. C'est juste pour, je crée un petit bloc-notes vide pour répondre à votre question, à la question à propos. Alors, on m'a posé une question sur l'exercice 3 de révision pour le DS. Alors, c'est pas un exercice facile. Excusez-moi, il faut que je l'ouvre. Alors, c'était pas du tout un exercice que je considère facile parce qu'il mélange des matrices et des matrices et des espaces vectoriels. Alors, on s'intéressait, on parlait de l'ensemble des matrices, soit G, l'ensemble des matrices qui commutent avec toutes les autres matrices, c'est-à-dire une matrice est dans G si et seulement si, quelle que soit une autre matrice comme ça, M3 de R, on a Mn égale Nm. Alors cet ensemble G, alors je réponds à la question de Milan et je continue, je suis désolé Chloé, hein, mais je vais y répondre. Comment noterez-vous les copies, sachant qu'on peut déborder dans le temps et quel coefficient dans la moyenne? Je ne sais pas. Voilà. Je compte sur vous pour que le débordement dans le temps soit limité. C'est aussi comme ça vous entraîne bien. C'est pour ça que je vous laisse déborder dans le temps. Je ne peux pas contrôler le temps, voilà. C'est pour que vous travailliez, que vous ayez un DS d'entraînement pendant cette période de confinement, donc c'est aussi pour ça que je le fais. Je mettrai une note, ça vous permettra de voir la qualité de votre travail. Ensuite, comment cette note sera comptée dans la moyenne? Je ne sais pas, avec quel coefficient, je ne sais pas. Je verrai quand j'aurai corrigé des copies. J'essaierai de façon à ce que ce soit le plus équitable possible. On trouvera quelque chose. Voilà. Alors, je réponds à cette question. Montrer que G est un sous-espace vectoriel de M3 de R. Alors, c'est pas très difficile, mais il y a une seule méthode, c'est la méthode en 3 points. Donc d'abord, hein, on va montrer que G est non vide. Alors il y a une matrice qui est à l'intérieur, c'est la matrice nulle, hein. Elle appartient à G puisque elle commute avec tout le monde. 0 fois n égale n fois 0 égale 0. Donc G n'est pas vide. Voilà. Et ensuite, je vais prendre deux matrices M et M' appartenant à G. Lambda un scalaire. Et je veux vérifier que lambda m plus m' appartient à G. Alors pour cela, je dois vérifier que ça commute avec tout le monde. Donc soit M une matrice, voilà. Donc je calcule lambda m plus m' de n, ça me fait lambda mn plus m'n. Comme ça commute, ça me fait lambda nm plus nm'. Et donc je peux mettre n en facteur, voilà. Donc lambda m plus m' appartient à G, et donc je viens de prouver, là en 3 temps, hein, ici et là, que G est un sous-espace vectoriel de M3 de R. Bon, ça c'est fait. Alors la question un peu moins évidente, c'est montrer que G égale E inter, E inter F. Alors,
Alors qu'est-ce que c'était E? E, c'était les matrices qui commutaient avec A. Ah pardon, pour montrer que ces 2 ensembles sont égaux, eh bien l'idée c'est de montrer qu'un élément de l'un est dans l'autre et un élément de l'autre est dans l'un, d'accord? Donc on va commencer, p on va d'abord montrer que, G est inclus dans E inter F, c'est-à-dire que G est inclus dans E et G est inclus dans F. Alors, donc si M est une matrice qui commute avec tout le monde, eh bien M commute avec A, d'accord? En particulier. Donc bah, les matrices qui commutent avec A, c'est simplement, c'est les éléments de donc c'est bon, ça roule, OK? Ensuite, grand F, il est où mon grand F? Voilà. Si M est un élément de G, M commute aussi avec transposé de A. Donc M appartient à grand F. Et voilà, j'ai montré que tous les éléments de G étaient dans E et dans F, donc G est inclus dans E inter F, hein. Donc G est inclus dans E inter F. Voilà. Alors, la question difficile, en fait, c'était plutôt la suivante. C'était montrons que E inter F est inclus dans G. Alors, comment on fait ça? Alors, l'idée, en fait, je vais m'intéresser à E. L'idée, c'est que je dois prendre un élément, je vais l'appeler M, soit M appartenant à E, et je dois montrer que M commute avec tout le monde. Oui, mais c'est pas très pratique si je prends la définition. Alors, en fait, ce que je dois absolument faire, eh bien, c'est utiliser la base que j'ai déterminée à la question 2C. Ça, c'est l'idée vraiment avec des espaces vectoriels. C'est que quand j'ai une base, je l'utilise pour étudier autre chose. Alors, il existe, je vais les appeler par exemple petit a, petit b, petit c appartenant à R3, tels que M, c'est AI plus B grand A plus C grand A carré. Et avec ça, je vais vérifier que M commute avec tout le monde. Ok? Donc, soit N, une matrice quelconque, soit N, une matrice quelconque de M3 de R. OK? Et c'est parti, je vais calculer Mn et je vais trouver Nm. Donc je vais calculer AI plus BA plus CA carré, voilà, multiplié par N. OK? Alors, c'est là que l'exercice est un peu pénible. C'est que alors attendez, j'avance, je vais développer d'abord. Donc ça me fait AN plus BAN plus CA carré N, voilà. Alors c'est là que l'exercice est un petit peu pénible. Il faut reprendre, un petit peu ce qu'on a fait, avant, hein. La AN ne me pose pas de problème. La BAN par contre, il faut que je le calcule et CA carré N, il faut que je le calcule aussi. Alors est-ce que j'ai le corrigé sous les yeux? Attendez un instant. Je veux les expressions de mes calculs. Ah oui, j'ai fait différemment dans le corrigé. Est-ce que vous voulez que je vous explique le corrigé plutôt ou est-ce que je vous continue, ma méthode là? Faut me dire, hein. Oui d'accord, oui, oui. Oui, oui, effectivement. Non, non, je vais plutôt prendre le corrigé parce qu'en fait, j'étais en train de ma méthode est très bien, mais j'étais en train d'oublier, un élément important. OK. Excusez-moi, j'étais en train de ça allait être très long parce que j'avais oublié qu'il fallait que je prenne E et F. Donc je vais plutôt prendre mon corrigé qui proposait une méthode qui était plus rapide. Voilà, j'efface juste ce morceau-là, je garde juste ce qui est là. Donc là, grand M, et bien, du coup, M va s'écrire A, 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 B, B et là, C. Voilà. D'accord? Parce que, du fait des expressions de grand A et de grand A carré. OK? Alors maintenant, on a montré à la question précédente que si
M appartient à F, eh bien, il existe A', B', C', appartenant à R3, tel que M égale AI, A'I plus B' transposé de A, plus C' transposé de A au carré. Et du coup, bah, ça veut dire que M va aussi s'écrire A', 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 B', B', C', et là 0, 0, 0. Et voilà, mais ça c'est la même, hein. Celle-là et celle-là, c'est la même. En fait, les deux écritures sont égales, OK? Comme les 2 écritures sont égales, nécessairement, bien nécessairement, B vaut 0, B' vaut 0, C vaut 0, C' vaut 0. Voilà, évidemment A égale A', et en fait, M égale AI. Voilà. Et comme M est égal à AI, eh bien, il est facile de vérifier maintenant que M commute avec tout le monde. Si N est une matrice quelconque, eh bien, vous avez Mn qui vaut AIN, qui vaut AN, qui vaut ANI, voilà, qui vaut donc N facteur de AI, et donc qui vaut en fait N. Et voilà, j'ai démontré ce que je voulais. OK?